Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9, l'araignée espagnole. L'araignée espagnole, ou l'araignée de fer, était la punition la plus brutale et la plus barbare qu'une femme pouvait recevoir au Moyen Âge. Pour être honnête, il s'agit de l'une des pires punitions qu'une femme puisse recevoir, même aujourd'hui. L'objet porte aussi plusieurs autres noms plus infâmes, et pour ceux qui la maniaient, ils l'appelaient simplement l'araignée. C'était un instrument de torture utilisé pour punir les femmes au Moyen Âge lorsqu'elles étaient accusées d'adultère. Si une femme était ne serait-ce que pointée du doigt, elle pouvait être victime de cet horrible instrument disciplinaire. Parfois, il n'était pas nécessaire de prouver sa culpabilité, il suffisait juste d'une simple accusation. Mais ce n'était pas la seule chose qui pouvait causer des ennuis à une femme avec cet épouvantable instrument de torture en fer. Si elle avait consulté une sorcière ou une guérisseuse afin d'interrompre sa grossesse, l'araignée espagnole était souvent la punition. L'araignée n'avait qu'un seul usage, arracher la chair de la poitrine d'une femme. L'araignée ressemble à une sorte de paire de pinces à barbecue, sauf qu'elle a deux griffes fourchues dirigées l'une vers l'autre. Elle était en plus chauffée et ses griffes étaient ensuite utilisées pour arracher et déchirer. C'était absolument cruel et la victime de cette affreuse punition n'était généralement plus la même personne. La seule consolation, si on peut l'appeler ainsi, était que généralement, un seul côté de la poitrine d'une femme recevait le traitement de l'araignée. Numéro 8. L'émanotation. L'une des formes de punition les plus anciennes et les plus classiques est l'émanotation ou l'amputation d'une main à la suite d'un vol. Dans le cadre de la charia, la loi islamique, et dans l'Europe médiévale, un criminel se faisait amputer la main en public. Il s'agissait généralement de la main utilisée afin de commettre le crime. La douleur de l'amputation était considérée comme suffisante pour convaincre une personne de ne plus voler, tandis que la punition en public servait d'avertissement au reste de la population. Mais le principe de la punition consistant à couper la main de quelqu'un remonte à la Babylone antique. La toute première législation a été promulguée par le sixième roi de Babylone, Hammurabi. Il a été connu sous le nom de Code d'Hammurabi et c'était le premier ensemble de lois, de règles et de directives pour les punitions et tous les aspects bureaucratiques qui en découlent. Il date de 1772 avant Jésus-Christ et l'une de ses lois les plus intéressantes concerne le fils qui frappe son père. Si un fils porte des coups à son père, il doit avoir les deux mains coupées. La tradition s'est perpétuée jusqu'en Europe et au Moyen Âge, mais les Européens ont fait les choses quelque peu différemment. Il coupait la main d'un criminel, généralement s'il était pris en flagrant délit de vol ou de fraude, mais le plus déroutant est qu'il la gardait généralement comme relique. La main était parfois même momifiée et conservée dans une taverne ou un autre établissement pour servir d'avertissement public. En 1905, une main momifiée conservée dans un coffre en calcaire en Allemagne a été découverte. Connue sous le nom de main du parjure, elle a été transférée à l'église catholique de Sainte-Brigida dans la ville de Legden. Les historiens pensent que la main appartenait à quelqu'un qui avait brisé un serment et qu'elle a été exposée pour avertir les habitants de la punition encourue pour avoir menti. En prêtant serment avec sa main droite, le jureur s'engage sur la vérité de sa déclaration et de sa promesse. Et en cas de manquement à la parole donnée, c'était ce même membre qui était coupé car il a permis la faute, mais aussi parce qu'il garantissait l'engagement et la véracité des propos tenus. Mais summum de l'ironie, la main en question a elle-même été volée en 2012, mais son voleur, lui, ne se fera pas couper la main. Numéro 7. La chaise de fer. Il n'y a pas de punition plus connue du Moyen Âge que la chaise de fer. C'était tout simplement l'accessoire indispensable de tout donjon de torture médiévale qui se respecte. C'est le dispositif de torture originel, une création horrifiante qui causait une douleur et une agonie indescriptibles. Elle a été créée en Europe au Moyen Âge sans que l'on sache exactement quand, mais elle a été reprise par les Chinois vers le XVIIIe siècle et utilisée jusqu'à il y a une centaine d'années seulement.
et après que les Européens aient abandonné l'idée d'attacher les gens dans la pire chaise imaginable, les Chinois ont conçu leur propre version et l'ont utilisée. La chaise était recouverte de 500 à 1500 pointes et le siège était percé d'un petit trou. Une personne y était attachée et les pointes s'enfonçaient immédiatement dans sa peau. Mais le pire était qu'ils allumaient un feu littéralement sous son derrière. C'est la partie de la chaise que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ce n'étaient pas les pointes qui causaient la mort, c'était plutôt pour le spectacle. C'était le feu qui les tuait car leur bourreau les rôtissait littéralement vivants. Mais la chaise ne servait pas exclusivement de punition. Le dispositif servait souvent à contraindre quelqu'un à faire des aveux. On mettait généralement un proche de la personne de laquelle on voulait soutirer les aveux sur la chaise, alors qu'il y assistait. L'image était généralement suffisante pour que l'individu raconte à ses geôliers tout ce qu'il voulait entendre. Numéro 6. Masque de la honte. Un masque de honte ou masque de la honte, parfois même appelé la bride du grandeur, ressemble presque à un masque bon marché que l'on pourrait acheter dans un magasin de déguisement. Mais en réalité, le masque de la honte a été conçu pour une seule raison, blesser et humilier des personnes, et surtout des femmes qui avaient l'audace de tenir des propos outrageants. Au Moyen-Âge, lorsqu'une femme tenait des propos inappropriés, offensants ou jugés trop désinvoltes, on lui mettait un masque de la honte. Le masque était hideux, avec des cornes d'animaux tordus et des traits bestiaux. Il était lourd et en fer et était attaché à la tête de la personne avant qu'elle ne défile dans la ville. Il était aussi équipé d'un bâillon métallique inconfortable qui pressait la langue vers le bas, de sorte que la victime ne puisse pas parler. Le masque de la honte n'était pas aussi terrible que l'araignée de fer, bien sûr, mais c'était très certainement la quintessence de l'humiliation, surtout pour les femmes qui en étaient majoritairement victimes. Et bien qu'il ait été techniquement illégal d'utiliser ces masques à partir du XVIe siècle, ils sont tout de même restés en usage en Écosse et en Angleterre par les magistrats locaux. Leur usage a même perduré jusqu'à environ 1800, voire même un peu plus tard dans certains des endroits les plus sombres d'Europe. Numéro 5. Le manteau d'ivrogne. Le manteau d'ivrogne était une sorte de punition humiliante utilisée pour les hommes et les femmes qui buvaient trop d'alcool. Si vous étiez un ivrogne dans la société médiévale, voire même au-delà, au XVIIe et XVIIIe siècle, vous pouviez très facilement vous retrouver à porter le manteau d'ivrogne. Il est devenu très populaire dans la plupart des pays d'Europe et a même été appelé manteau espagnol. Mais c'était surtout une pratique anglaise, ça m'étonne. Selon l'historien Dan Jackson, il y avait un très gros problème d'alcoolisme dans le nord-est de l'Angleterre au XVIe siècle. Il s'agissait de buveurs invétérés qui étaient ivres au moment de se coucher et l'étaient encore au réveil. Le phénomène était centré autour de Newcastle dans le nord-est. Et la punition était également appelée le manteau de Newcastle. La conception était diaboliquement simple. Le manteau d'ivrogne consistait en un tonneau avec un trou au sommet pour la tête, 2 trous pour les jambes et si la victime était chanceuse, 2 trous pour faire sortir ses mains par les côtés. Les victimes ne pouvaient pas se déplacer très rapidement, enfermées dans un tonneau, et ne pouvaient se déplacer qu'en traînant les pieds comme une tortue lorsqu'on les faisait marcher dans les rues de la ville. À Paris par exemple, ils ne pouvaient pas non plus boire d'alcool car ils n'avaient aucun moyen de porter un verre à leurs lèvres. Numéro 4. Humiliation publique. Les humiliations publiques étaient une partie importante du Londres médiéval. De nos jours, les gens peuvent être humiliés publiquement sur Internet, mais au Moyen-Âge, il existait un moyen unique de faire savoir à la population qu'une personne était pourrie. L'une des pratiques les plus populaires était le marquage au fer rouge, et jusqu'au XIXe siècle, un juge pouvait très bien condamner un homme ou une femme à être marqué au fer rouge comme du bétail. Ils utilisaient certaines lettres comme un grand T pour voleur, thief ou un B géant pour blasphémateur. Et si vous étiez un faux accusateur, vous pouviez recevoir un F sur une joue et un A sur l'autre pour false accusator. Quoi que vous fassiez, la marque était gravée sur la peau de votre visage pour le reste de votre vie et vous ne pouviez aller nulle part sans que tout le monde sache ce que vous aviez fait.
Mais les humiliations publiques ne s'arrêtaient pas aux brûlures, il y avait aussi des mutilations. Cette pratique est devenue très populaire entre le XVIe et le XVIIe siècle, lorsque les puritains les plus zélés de la société anglaise se sont déchaînés. Toute personne considérée comme séditieuse, voire même toute personne qui ne se présentait pas à l'église à l'heure dans certains villages, se voyait couper une oreille pour montrer qu'elle n'avait pas la dévotion appropriée envers Dieu. Mais une autre punition, encore plus bizarre, consistait dans le fait de clouer l'oreille d'une personne à un morceau de bois. C'était spécifiquement réservé aux personnes qui répandaient des mensonges. Ils étaient coincés sur le pilori avec leur oreille clouée pendant que les habitants de la ville leur jetaient des objets. Numéro 3, la fourchette de l'hérétique. La fourchette de l'hérétique était un instrument de torture d'une nature particulièrement cruelle. Il n'est peut-être pas aussi impressionnant ou intimidant que beaucoup d'autres dispositifs que nous avons passés en revue, mais il est certainement le plus cruel. Il était petit et avait l'air relativement inoffensif. Et pourtant, de nombreux prisonniers médiévaux auraient préféré être jetés sur un chevalet ou mis sur la chaise de fer plutôt que de subir cette horrible punition. L'objet ressemblait à une double fourche dotée de 2 pointes à chaque extrémité et ne mesurait que quelques centimètres de long. La longueur était ajustée en fonction de la taille de la personne et la fourche était attachée à la gorge de la victime de façon à ce que 2 pics appuient sur le bas du menton tandis que les 2 autres perforent légèrement le sternum. Et pendant les premières minutes, ça ne semblait pas si terrible que ça. La fourchette était conçue de telle sorte que l'hérétique, car c'était une punition réservée à l'hérésie, était obligé de regarder droit devant lui. S'il bougeait le menton ne serait-ce qu'un tout petit peu, la fourche le transperçait. Mais au bout d'1 heure environ, les choses devenaient insupportables. Le cou commençait à faire très mal, mais surtout les muscles commençaient à trembler. La lanière de cuir autour de la gorge provoquait l'étouffement de la personne à la fin. L'épuisement physique était trop grand et sa tête tombait. La victime finissait par être transpercée, puis elle devait rester dans cette horrible position avec les fourches qui sortaient du fond de sa bouche. Numéro 2. L'acte contre le blasphème. Le 8 janvier 1697, Thomas Aikenhead a été exécuté à l'âge de 20 ans seulement. C'était un étudiant écossais d'Édimbourg qui avait été accusé de blasphème. Au XVIIe siècle, le blasphème était encore un crime très sérieux. Il a été accusé en vertu de l'acte contre le blasphème de 1661 et de l'acte contre le blasphème de 1695. Son nom est resté dans les mémoires parce qu'il était la toute dernière personne en Grande-Bretagne qui a été exécutée pour cause de blasphème. C'était un événement historique qui s'est produit 85 ans après la mort d'Edward Whiteman en 1612. Edward est également entré dans l'histoire comme étant la dernière personne brûlée sur le bûcher pour avoir été accusé d'hérésie. Thomas a été inculpé en décembre 1696 et accusé de moquerie envers les Saintes Écritures, traitant l'Ancien Testament de fable et accusant Jésus-Christ d'avoir appris la magie en Égypte. Thomas avait déclaré que la seule raison pour laquelle Jésus était capable d'accomplir des miracles était qu'il tenait sa magie des sorciers égyptiens. C'était le Lord Advocate Sir James Stewart qui avait instruit l'affaire. C'est lui qui a préconisé la peine de mort pour éviter que d'autres personnes expriment des opinions similaires. Thomas a été reconnu coupable le 24 décembre 1696 et c'était le pire Noël de sa vie, d'ailleurs le dernier. Il a alors reçu l'une des plus sévères punitions qu'une personne puisse recevoir en Angleterre, le nœud coulant. Cela peut sembler tout à fait normal au XVIIe siècle, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Cette peine était considérée comme extraordinaire, même pour l'année 1696. Une personne ne devait être exécutée seulement à sa 3e condamnation de blasphème. Pour quelqu'un dont c'était la première fois, il devait être vêtu d'un sac et emprisonné. Numéro 1. Grésillon. Le grésillon, aussi appelé poussette ou grillon, était un instrument de torture du XVIIe siècle. Inventé à la fin du Moyen Âge alors que l'Europe entrait dans sa période moderne.
Mais le grésillant n'avait rien de moderne ou de civilisé, car il était conçu pour infliger une immense agonie aux pouces et aux gros orteils d'une personne. Et bien que normalement une personne ne subissait la torture que d'un seul pouce ou un gros orteil, des exemples plus sournois du dispositif pouvaient s'adapter aux 2 orteils, aux 2 pouces ou même aux 5 doigts ou aux 10 orteils. Dans son dictionnaire étymologique de la langue française, Gilles Ménage en donne la définition suivante. On appelle grésillant ce petit instrument de fer dont on ferre les pouces d'un criminel à qui l'on donne la question. La barre métallique d'écrasement était souvent garnie de pointes métalliques acérées qui perforaient les angles lorsque l'étau était fermé. Elle écrasait les pouces, les doigts ou tout ce qui était coincé dans l'appareil, tout en stimulant sauvagement la chair. Tout était question de douleur et d'inconfort extrême. Et c'est pour cette raison qu'il était utilisé au XVIIIe siècle pour torturer les esclaves rien que pour le plaisir. Dans l'autobiographie d'Oloda Equiano, il décrit comment le dispositif était utilisé sur les bateaux d'esclaves afin de garder les prisonniers en ligne, mais il était également utilisé dans l'Europe médiévale pour obtenir des aveux. Et découvrez l'unité spéciale secrète dont vous n'avez jamais entendu parler en cliquant sur cette vidéo.